tentative. Mari bar Isaac atale acha mi beit Chosaim. Alors il y a un certain monsieur qui s'appelait Mari bar Isaac et il a eu la visite de son frère qui venait de la ville de Chosaim. Mari bar Isaac atale acha, son frère est venu de la ville de Chosaim. Maintenant, c'est quoi l'histoire avec son frère? Son père a eu a épousé une femme quelque part, après il a eu une autre femme, et il a eu un enfant dans une ville, et puis un enfant dans une autre ville, et l'enfant dans l'autre ville, c'est Mari bar Isaac. Il est en train de travailler son champ, et il y a quelqu'un qui débarque, il dit « Je suis ton frère ». Et on doit départager l'héritage. Apparemment, le père est décédé. Alors, on va départager le champ. Amar les plogli, il m'a dit partage avec moi le champ. Amar les. René, t'as pas trouvé la place? Non, Charles est dans la place de Mexique. Non, viens ici. Il n'y a personne qui a voulu se libérer le Khadaya ici aujourd'hui. Pas de problème. On a commencé. Donc je suis dans la bonne page. Oui, tu es dans la bonne page. La tête à Moudbet. Il faut le faire. Ok, encore une fois. Non, ça suffit. Oui, alors il y a un certain Mari bar Isaac, son frère est venu le visiter en disant que Plogli, on va se départager les champs, je suis ton frère. À lui il répond, Amar le lo yadana lecha. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas sur quoi tu es mon frère. Moi, je ne t'ai jamais vu. Alors, le frère est allé au rabbin orthodoxe du quartier. Il est allé au Rav et il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il ne me connaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Rav lui a répondu Amar le shapir ka amar lach. En fin de compte, c'est compréhensible sa réaction. Chez Nehema, comme c'est écrit dans la Torah, Vayaker Yosef et Eichav, vehem lo hikiruhu. C'est écrit que Yosef a reconnu ses frères en Égypte quand ils sont venus la première fois, quand ils se sont présentés dans le palais. Et eux, ils ont ce qui est écrit dans la Torah, lui, il les a reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Normal. Alors pourquoi c'est normal? Parce que d'abord, il s'attendait à trouver le vice-roi d'Égypte. Oui. En plus, le vice-roi d'Égypte était habillé en fonction de son restaurant. Et troisième chose, Yosef parlait égyptien. Oui, il y a un autre truc encore plus important, que comme la Gemara dit ici, Melamed sheyatsa belo chatimat zakan, veba bechatimat zakan. Quand Yosef a quitté la maison, quand il a été vendu en esclavage, il avait l'âge de 17 ans. Il n'avait pas de barbe. Maintenant, il a une barbe. Et c'est pour ça qu'entre autres, à part le costume et tout ça, le langage, il avait une barbe, les frères n'ont pas reconnu. Donc le rabbin est en train de lui dire, tu sais, c'est possible que vraiment il ne te reconnaît pas. Parce que quand il t'a connu, tu étais tout petit. Et c'est possible que... Non, mais quand il a 17 ans, il était habillé en égyptien. Oui, ce qu'il a dit, ta machine, elle est branchée. Ouais. Ok, ce qu'il a dit avant une minute, il a dit. Bah ouais, mais d'accord, je viens d'arriver. Amarley. C'est pas une question de barbe, ni de... La dernière chose qu'ils pouvaient imaginer, c'est que leur frère qu'ils ont vendu en esclave, il est maintenant... Mais tu sais... Ils ont été chercher dans les... Oui, mais même, Yehuda, même si c'est la dernière chose qu'ils pouvaient imaginer, en dépit de la stupéfaction, la grande surprise, il voit que c'est la même personne. Mais ici, il ne voyait pas que c'était la même personne à cause de la barbe. Donc, le Rav dit à ce frère, Amar les îles, Aïtei Sahadei de Achouaat, va et apporte des témoins que tu es en fin de compte son frère. On est à l'âme et tête à Moudbet. Ah, ok. Alors, apporte des témoins que tu es son frère. Amarle, il répond, Itli Sahadeh Vedachale Mine. Il dit, j'ai des témoins qui pourraient témoigner, mais les témoins ont peur de témoigner contre lui. Apparemment, ce monsieur, Mari bar Isaac,
C'était un costaud. C'était un type que les témoins potentiels auraient eu peur de témoigner contre lui. Et quel rapport maintenant avec Yosef et Laban? Non, on a apporté Yosef et Laban. Simplement, le Rav a dit c'est possible qu'il est sincère quand il dit qu'il ne te connaît pas. Parce que la dernière fois qu'il t'a vu, tu n'avais pas de barbe, tu étais très jeune, donc c'est possible qu'il ne te connaît pas. C'est pas qu'il ment ou il essaye de s'en sortir. Apporte des témoins que tu es son frère. Peut-être qu'il l'a. Birchen, il ne l'a jamais vu, puisque son père, une fois, il s'est marié dans une ville. Apparemment, oui. Apparemment, ils se connaissaient quand ils étaient jeunes. Mais encore une fois, entre être un jeune et entre grandir, il y a des changements qui se déroulent au niveau de l'apparence. Alors, il dit apporte des témoins. Il dit même si j'apporte des témoins, ils ne vont pas témoigner, ils ont peur. J'ai des témoins, de Gavra Alimahu, parce que c'est un type. Alima, c'est le mot alim, il est violent. Il travaille dans la mafia. Alors, le Rav a contacté Mari Ben Isaac. Amale le didei zil ant aintei sahadei de lav achurhu. Il dit, tu sais quoi, toi, donc le grand frère qui est dans le champ, toi apporte des témoins que tu n'es pas son frère. Il n'est pas son frère. Apporte des témoins que tu n'es pas. Alors, apparemment, quels témoins? Apparemment, les mêmes témoins. Qui étaient de la ville natale dans laquelle ils étaient tous les deux, ils sont tous les deux nés. D'abord, Mari Barissa qui réagit, c'est comme ça que le jugement est censé de se dérouler. On a pris une règle de base, Amotsi Mechavero, à l'Avaraya. C'est quoi Amotsi Mechavero? Trouver un ami. Quelqu'un qui essaie de faire sortir de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est à lui d'apporter la preuve. Moi, je fais, comme on dit, un claim en français. Moi, un itover. Hein? Une plainte, un itover, une tria. Moi, je demande à quelqu'un d'autre, je dis, non, tu me dois de l'argent. Je réclame quelque chose. Voilà, exactement. Une réclamation, je réclame. Donc, c'est à celui qui réclame d'apporter une preuve. Ce n'est pas à celui qui est attaqué en justice d'apporter une preuve, c'est l'autre d'apporter une preuve. Donc, Mari Barissa, il dit, c'est d'accord que moi, je dois apporter des témoins. Normalement, qui essaie de prendre l'argent de qui? C'est le petit frère qui dit que le champ appartient aussi à lui. C'est lui qui essaie de faire sortir de l'argent de moi. Donc, c'est lui qui devrait apporter des témoins. Amotsi Mechabera Laveraya. Amarle, le Rab lui a répondu, Hachi dainin elach, ou le chol alim de chavrach. C'est comme ça que je te juge, ainsi que tous ceux qui sont violents comme toi. C'est-à-dire que oui, tu as raison. Mais comme ici c'est un cas exceptionnel parce que tu es quelqu'un, tu fais des durs, tu fais peur aux témoins, alors toi, apporte-toi les témoins. Alors, Mari Barissa lui répond, Amarle, sauf, atu sahadei, velome sahadei. Même si à la fin je vais apporter ces témoins, ils ne vont pas témoigner. Parce qu'ils vont avoir peur. Ils vont pas témoigner. Le Rav lui répond, Amarle tarte lo abde. Deux choses ils ne vont pas faire. On va voir ça tout de suite dans le Rash. Il se regarde deux choses. Les témoins seraient prêts à ne pas témoigner à cause de la peur. Mais d'être amené en justice et mentir, même la peur ne va pas les forcer à faire une chose comme ça. Donc c'est possible qu'ils ne vont pas témoigner. Mais tu vas voir que si tu les apportes en justice, j'ai confiance qu'ils vont dire la vérité. Regardez juste le Rashi, 4 lignes avant la fin de la page. Tartei lo abde, meyiratra ya'asu achat. À cause de la peur qu'ils ont de toi, ils sont capables de faire une chose. Shi'ishteku. Ils sont capables de dire on ne veut pas témoigner, ils vont se taire. Alors, Shtaim lo ya'asu. Lo dayan shi'ishteku. Velo ya'idu ha'emet. El gam shi'ya'idu sheka. Pas seulement, tu me dis, qu'ils vont se taire et pas dire la vérité, mais pas seulement ils ne vont pas dire la vérité, mais tu penses qu'ils vont en plus mentir. Ça, ils ne vont pas faire. Donc, le Rav a obligé à Mari Barissa d'apporter des témoins. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont venus? Les Sof Atu Sahadeh, en fin de compte, ils sont venus et ils ont témoigné de Atu Sahadeh de Achuahu, que en fin de compte, le jeune, c'est vraiment
son frère. C'est son jeune frère. Alors maintenant, le jeune frère, il dit, tu sais quoi? Mi pardisei ou boustanei. C'est pas suffisant qu'on fait 50-50 avec le champ. Je veux que les vergers et les vignes aussi 50-50. Pas seulement, aussi je veux dire, la récolte aussi 50-50. Normal. Hein? C'est normal. Oui, mais c'est qui a planté? Tu comprends? Le champ, c'est un champ qui appartient au père. Mais les vignes, les vergers, apparemment, c'est le résultat du travail du frère. C'est le frère qui a planté tout ça. Alors ça, c'est déjà moins normal. On peut imaginer que le père avait déjà travaillé la terre. Non, apparemment non. Apparemment, on parle d'un scénario où il y a une récolte qui est le résultat du travail qui a été investi par le frère. Alors, le petit frère dit, pas seulement on se départage la terre, mais aussi la récolte des vergers et des vignes. Amar le Shapir Kamalach. Alors, le Rav dit à Mari Bar Isaac, en fin de compte, il a raison de demander une telle chose, d'Etnan, parce que c'est enseigné dans une Mishnah, Einiach Banim Gdolim Vektanim. Quelqu'un qui est décédé, il a laissé des enfants, donc il y a des frères qui sont adultes et des frères qui sont mineurs, qui sont petits. Vehishpichu Gdolim et Nechassim. Hishpichu le Emsa. Les frères qui étaient adultes ont travaillé le champ, de sorte qu'il y avait une abondance, une récolte, ils doivent départager la récolte aussi. Oui, ils doivent partager la récolte aussi. Amar Rabba, et aussi Rabba a enseigné de la même façon, Ishbichu le Emsa, que toute la récolte qui a été plantée, le résultat des vignes ou des choses qui ont été plantées par les grands frères doivent être partagées avec les petits frères. Eli, Bokotov. On est à la page même Amoud Aleph. Tout en haut. Même Amoud Aleph, tout en haut. Amar le Abaya, Midame. Alors Abaya dit, comment tu compares cette histoire des frères, les frères adultes, les petits frères, comment tu compares ça à notre histoire de Mari Bar Isaac? Midame, comment c'est comparable? Hatam Gdolim Gabektanim Yadeh Vekamachale. C'est différent parce que là-bas, les grands frères, les frères qui étaient adultes, ils étaient connaissants du fait qu'ils avaient des frères qui étaient petits. Et en dépit de ça, ils ont compris que le travail qu'ils faisaient, ça allait être partagé entre tous les frères. Et ils ont fait machalou, ils ont cédé. Cédé vis-à-vis de quoi? Cédé vis-à-vis de l'effort qu'eux-mêmes, ils ont investi. Ce n'est pas les petits frères qui nous ont investis. Néanmoins, ils étaient prêts. Hacha miyada de leichil. Mais ici, dans le cas de Mari Bar Isaac, il n'était même pas au courant qu'il avait un petit frère. Donc tu ne veux pas comparer les deux cas et apporter ça en tant que preuve. L'essentiel, c'est des frères, c'est tout. Non. Tu entends, c'est vrai que l'essentiel, c'est qu'ils sont frères vis-à-vis de partager les biens, les champs. Mais ici, on parle de la récolte c'est le résultat de choses qui ont été plantées par le grand frère. Pourquoi ça aussi il faut partager? C'est le grand frère qui a investi, qui a planté tout ça. Pourquoi le petit frère il va profiter? Et aussi, le petit frère, qu'on appelle le petit frère, en fait, il n'était pas si petit, il était quand même grand, s'il avait été là, il aurait dû travailler. C'est pas un petit, ça, je ne sais pas. Non, c'est pas un petit gosse. Non, peut-être il était un petit gosse. Ouais, peut-être, on ne sait pas, on va voir. Alors la Gemara dit que précédemment. Pardon. Il faudra nommer un administrateur pour les katanes. Peut-être. La Gemara dit Igalgal Milta, le cas comme ça roulé, le cas est arrivé à la porte d'un autre chacham. Igalgal Milta vemata le kame de Rabbi Ami, et c'est arrivé à Rabbi Ami. Rabbi Ami, lui, il a dit, quand il a entendu les détails de ce cas de Rami Bar Isaac et son frère, Amar le Gedola Mizu Amrou. Il dit pas seulement ça, qu'il est obligé de départager, donner la moitié de la récolte,
Mais même la moitié de la récolte qu'il doit donner au petit frère, Shamin lehem ka'aris. On avait vu avant que celui qui entretient les biens qui appartiennent à quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui a été pris prisonnier, celui qui entretient, il a droit à être payé comme un métayer. Oui. Il reçoit, je ne sais pas, 25, 30, 35%. Donc, il est en train de dire, Hashta didei lo yahavinanle. Or, il dit comme ça, on dit qu'on paye comme un métayer, quelqu'un qui travaillait le champ, il savait que le champ, ça appartenait à quelqu'un d'autre, qui a disparu. Et néanmoins, il reçoit, quand le type retourne, il reçoit un salaire comme un métayer. Ici, quand Rami Bar Issa, qui travaillait le champ, c'était dans sa tête, dans sa conception, c'était son champ à lui. À plus forte raison, on a le droit de le payer comme un métayer. Ça veut dire que pas seulement la moitié, il y a la moitié de la récolte appartient à Rami Bar Issa. La moitié, on va le donner au petit frère. Mais parmi la moitié qu'on donne au petit frère, il va être payé comme un métayer, Rami Bar Issa. C'est ce qu'il le Rami dit. Qui va prendre, pas seulement sa moitié, mais disons le tiers de la moitié qui est censée être donnée ou livrée au petit frère. Tout le monde a compris. Donc il s'est comporté comme métayer vis-à-vis de son frère. Il est considéré maintenant rétroactivement, selon le Rav, on va lui payer comme un métayer. Oui. Donc même si tu dis qu'on donne la moitié de la récolte au petit frère, mais de cette moitié, à partir de cette, on donne le salaire d'un métayer au grand frère. Mais si on dirait rétroactivement, ça veut dire que pour les récoltes précédentes, jusqu'à présent, il avait reçu toute la récolte. Oui. Alors pour les récoltes précédentes, on doit lui enlever... il doit rembourser une partie à son... Bonne question. Je ne sais pas ce qui se passerait dans le cas des récoltes précédentes. La gamme n'en parle pas. Apparemment, je ne sais pas. Donc il a droit à 50%. Non, je veux dire, pourquoi il y a une différence entre le cas classique de Meshalmim Lokaharis, c'est qu'il sait que l'Echatri, qu'il travaille, il entretient les champs pour quelqu'un d'autre. Donc il y a une logique pour dire que chaque récolte, il est payé comme un métayer. Ici, le grand frère ne savait pas. D'accord, c'est pour... Non, j'ai dit ça parce que vous avez dit rétroactivement. Oui, okay. Si c'est rétroactivement, ça veut dire aussi pour les années précédentes. Je voulais dire rétroactivement, maintenant qu'il sait qu'il a un frère. Mais ok. La Gemara dit... Moi, j'ai pas compris. Bon, il y a, dans ce qui nous intéresse, il y a un adulte, un barbu, oui, et un katan. Non, le katan, tu entends Richard, le katan, il est devenu un barbu. Ah bon? C'est pour ça que le grand frère ne l'a pas reconnu. Il a dit, écoute, moi je ne te connais pas. Et le petit frère, il va au Rav, il dit, sur le quoi c'est concevable que lui, il dit qu'il ne me connaît pas. Il dit, oui, c'est concevable. La preuve, Yosef et ses frères. Parce que maintenant, tu t'es présenté avec la barbe. Avant, quand il t'a quitté, tu n'avais pas la barbe. Donc c'est possible qu'il ne te reconnaisse pas. Donc il y a deux barbus. Deux barbus dans l'histoire. Deux barbus, ils se partagent dans le champ. Mais c'est très bien à 2, 50%. Mais la récolte, 50% pour le barbu qui a travaillé la terre. Pour Marie Bar Issa. Et 50%, oui. 50% de la part de l'autre. On donne au petit. Oui. Mais le Rab, il est en train de dire que... Ouais. Mais à partir du 50% que tu donnes au frère qui est petit, de ça, tu vas tirer le salaire d'un métayer, le donner au grand frère. Alors la Gemara dit Ahadura ha le kameh de Raprista. Alors on a transmis la réaction de ce Rav qui est le Rav Rabbi Ami. On a transmis sa décision, sa remarque à Raprista. Maintenant Raprista, il répond. Amar lehu mida, mais comment tu compares les deux cas? C'est le quoi les deux cas? Le cas des grands frères et les petits frères et le cas de Rami Bar Issa. Comment tu compares? Hatam bereshut nachit. Quand tu me dis payer comme un métayer, le type qui allait travailler, entretenir le champ, il a été introduit dans le champ avec l'autorisation du Beit Din. Ici, Rami Bar Issa, il n'a pas travaillé le champ ou la récolte avec l'autorisation du Beit Din. Ça, c'est un. Alors pourquoi il va être payé comme un métayer? Et deux,
Katanu, il a travaillé, en fin de compte, il savait qu'il était en train d'entretenir un petit peu la récolte qui revient au petit. Mais le petit, il était petit, il était katan. Ve'od katanu, ve'ein moridin karov le nirse katan. On avait appris auparavant qu'un proche ne peut pas entretenir le champ d'un katan. Pourquoi pas? De peur que le proche, il va dire, il prétend que ça lui appartient. Donc, il dit, tu ne peux pas, laisse tomber l'histoire de le considérer comme un métayer, de le payer comme un métayer. Parce que d'abord, il n'est pas rentré dans le champ pour entretenir le champ avec l'autorisation du Beit-Din. Et deuxièmement, même si tu dis que c'est vrai, le champ appartenait à son frère qui était petit, et il n'a pas le droit en tant que il faut une référence. Et comment le payer? Il faut une référence. La référence, c'est ce qu'on paye à un métayer. Oui, mais encore une fois, oui, mais le métayer, ou le métailler, on dit métayer. Le métayer, il est nommé métayer. Le métayer, c'est un terme, on sait que c'est métayer. Un type qui rentre quelque part, commence à travailler, il n'est pas métayer. En fin de compte, on rapporte encore une fois la réaction de Raphiste, on retransmet ça à Rabbi Ami, à Hadour le Kameh de Rabbi Ami. Et lui, il répond à Marlehu, Lo simua kamai de Katanu. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était petit. On ne m'avait pas dit, comme on racontait l'histoire, que le frère en question, le petit frère, il était Katan. Et donc, je suis d'accord qu'on ne va pas le payer vis-à-vis de la récolte comme un métayer. Mais en attendant, la conclusion est, il y a cette histoire, qu'on va départager la terre entre les deux. On va aussi départager la récolte entre les deux, mais il n'y a pas une question qui va recevoir un salaire de métayer parce que... Ok, nouvelle Mishnah, nouveau sujet. Je sais pas. Je sais pas. Tu veux? Ce serait bien. Ok, on va voir. Peut-être. Si tu veux, alors. Vous entendez, quand on dépose de la récolte quelque part, comme j'imagine vous avez remarqué, vous avez fait ça souvent, et quand vous voulez réclamer votre récolte un peu plus tard, il y a, d'une façon normale, il y a quelque chose qui se perd. Oui. Ou ça peut être des souris, ça peut être le temps, ça peut être, il y a des choses qui se perdent. On va voir. Maintenant, la Mishnah va parler de ça. Amafkid perot etzel chavero. Quelqu'un qui confie de sa récolte à quelqu'un d'autre pour qu'il va le garder pour un peu de temps. Areze yotzilo chesronot. Alors, quand le propriétaire lui rend sa récolte, le garde, le chômeur lui rend la récolte, il ne lui rend pas tout. Il lui rend un petit peu moins parce qu'il prend en compte que pendant cette période de temps, normalement, il y a une perte. Non, il faut juste préciser ici de quoi on parle. Ce n'est pas un cas de figure où il a mis la récolte de côté. Parce que s'il avait mis sa récolte de côté, il dit tiens, reprends ta récolte. Et voilà, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il reste? Non, exactement. Apparemment, c'est un cas de figure où il avait déposé chez lui 10 kilos de grains de blé. Et il les a mélangés avec ses grains de blé. Donc il ne sait pas exactement quelle est la perte. Mais normalement, il y a, disons, un truc normal. La perte normale pendant un mois, disons, quand on parle, c'est tel et tel. Donc il a soustrait, comment on dit là? Hein? Il a soustrait la perte normale qui normalement touche au blé. Et il faut aussi préciser que prendre la récolte de quelqu'un et le mélanger avec sa propre récolte, c'est seulement permis avec l'autorisation du propriétaire. Pourquoi? Parce qu'on avait vu auparavant que Adam Rotse Bekav Shelo Metisha Kabim Shel Chavero, que quelqu'un par nature, il préfère avoir ses fruits à lui que beaucoup plus de fruits qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Alors ça veut dire quoi que tu prends ma récolte et tu mélanges à la récolte de quelqu'un d'autre? Mais ça veut dire que pourquoi il l'a fait? Apparemment parce que c'est la meilleure façon de garder et de préserver la récolte. Il lui a demandé l'autorisation, il lui a donné. Donc on va voir la Mishnah. Amafkid perot etzel chavero, hareze yotzi lo chesronot, lechitim velo orez tisha chatzei kabin, les cours. Quel est le montant de la perte normale?
Quand on parle de blé et de riz, c'est Tisha Chatzai Kabin, 9 demi de cabine, dans chaque cour. Cour, c'est une grande mesure. Les Seorim, quand on parle d'orge, mais les Dochan, un Dochan, je ne sais pas ce que c'est en français, c'est une autre espèce de grain. As Tisha Kabin, les cours, c'est une autre mesure pour chaque cour. Les Kusmin ou les Zerapishtan, Shalosh Sa'in, les cours. Okay? Donc on voit, ça dépend de l'espèce de récolte, si c'est des tomates ou si c'est des... Vous voyez qu'on ne parle pas de tomates, on parle de grains, d'espèces de grains différents parce que c'est les grains qui se préservent à long terme, tandis que les tomates, apparemment, non. Donc, mais chaque chose, il a un... Pardon? En pourcentage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Mais c'est un petit pourcentage, je ne sais pas, c'est 2%, 3%, un truc comme ça. C'est étonnant qu'il mélange. C'est une question qui n'a... Non, je vais te dire, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce qu'il a déposé ça envers son copain, et son copain, comme lui, comme beaucoup de... Il était fermier. Oui, donc, attends, laisse-moi juste finir. En tant que fermier, il a une grange. Et dans la grange, il garde ses grains et sa récolte. Donc, s'il ne va pas mélanger, où est-ce qu'il va mettre les grains qu'on lui a déposés? Où? Il n'a pas autre part, il va mettre où? Donc, tu sais, moi je garde ma récolte, je vais garder la tienne aussi. Je comprends, mais ça peut être des grains de nature différente. Non, apparemment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le même grain. Mais Richard, c'est pas le même. Oui, mais Richard, pourquoi chercher des problèmes quand ils ne sont pas là? La Mishnah dit qu'il n'y a pas de grains différents. On ne va pas mélanger du maïs avec du blé. Tu parles de grains de quoi? Du cerveau? Ok, on continue. La vérité, qu'est-ce qui se passe quand les gens ils n'ont pas bien dormi? Alors après, on a les nerfs qui sont très... Non, mais c'est mais continue. Mais moi aussi, j'ai mal dormi, en fait, gaffe. Ok. Alors la Gemara dit... Hakol le fiamida, vakol le fiazman. En fin de compte, cette mesure de perte, cette quantité de perte que le chômeur est censé d'automatiquement soustraire avant de retourner au propriétaire, ça dépend de la quantité, aussi du temps pendant lequel ça a été gardé. Si c'est une plus grande quantité, alors le niveau de perte devient plus grand. Et si ça a été déposé pour plus de temps, aussi. Parce que pendant plus de temps, la perte peut devenir plus grande. Et bien la période aussi, si c'est l'hiver ou si c'est l'été, parce que peut-être raison, je ne sais pas pourquoi la Mishnah n'en parle pas, mais c'est logique ce que tu dis, René. Mais Amar Rabbi Yochanan ben Nour, lui, il n'est pas d'accord. Vechima ichpad lehen l'achbarin. Il dit, mais c'est quoi cette histoire qu'on prend en compte la quantité? Comment ça change? Qu'est-ce que ça change vis-à-vis des souris? Les souris, ils mangent. Et ils mangent une quantité fixe. Et ce n'est pas important si la quantité globale elle est grande ou petite. Il y a une limite. Qu'est-ce que les souris peuvent manger? Disons, la perte, normalement, elle est faite par des souris. Alors, les souris, bon, pour les souris, ce n'est pas important quelle est la quantité qui a été déposée. Non, je ne suis pas d'accord. Ils ont des estomacs avec les... Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ça dépend combien de souris. S'il y a 5 souris, 5-6 souris... Si les souris... Ok. Si les souris sont bien nourries, elles peuvent faire d'autres bébés souris et qu'il y ait de plus en plus de souris qui viennent. Sans arrêt. sans arrêt, c'est comme les Palestiniens. C'est pour ça qu'il faut parler en pourcentage. Ok. Alors, mais en attendant, ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, on va en parler peut-être plus tard. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri dit, quand tu prends en compte, tu fais le calcul du pourcentage des pertes, c'est seulement vis-à-vis d'un cours. Un cours, c'est une grande quantité, mais pas plus. Même si le type, il a déposé pas un cours, mais 3 ou 4 ou 5, tu fais le pourcentage d'un cours, et pas plus, parce que de toute façon, comme il dit, les souris, il y a un maximum qui vont manger, pas plus. Rabbi Yehuda Omer, im hayta mida meruba, eino motzi lo chesronot, mipnei shemotirot. Il dit, on va en parler plus tard, mais s'il y avait une grande quantité qui a été déposée, alors là, il n'a pas besoin
il n'a pas besoin de calculer la perte. Parce que Motirot, maintenant regardez le dernier Rashi sur la Mishnah, Im Haïta Mida Meruba. Shehifkid etzlo harbe, c'est-à-dire que le monsieur lui a déposé beaucoup, une grande quantité de grains. Ou Bagmara Meferesh, c'est quoi une grande quantité? Asara Kurim. Lo yotzi lo chesuno. Là, il n'est pas obligé de lui soustraire une quantité qui correspond à la perte, mais ibn shehem motirot, parce que la récolte elle-même, elle s'accroît. On dit s'accroît. Oui, comment? Magic. Oui. C'est le rêve. Chez Beyamot Agoren, chez Mafkid Achitin Yeveshin. Parce que pendant l'automne, ça c'est le temps de la moisson. Alors les grains qui ont été moissonnés, ils sont secs. Ou Beyamot Akshamim, et plus tard pendant l'hiver, chez Machazir, quand il va les rendre la récolte, disons à la fin de l'hiver, ils se sont enflés, ils se sont gonflés, enflés. Ils sont humides. Ah oui, l'ofrot. Ou bachilat achbarim einan nechsarim kolkar. Et même si tu prends en compte la petite quantité qui a été mangée par les souris, ça revient au même. Les kolken einan nechsarim kolkar les kolkur vekur de kuli hay lo ach le achbarim, parce que les souris vont pas manger à ce point. Masara kurin hilkar nefichato meshalemet chisaron magia le shnei kurim ou shlosha. Chez Achbarim Ochlin, il dit comme ça. Apparemment, quand on mesure la quantité de récolte qui a été déposée, on mesure ça par nefar. C'est quoi? Volume. C'est pas poids, c'est volume. Alors, apparemment, encore une fois, le volume, il va grandir pendant les mois qui vont suivre. Ok? Oui. Alors, si c'est une grande quantité qui a été déposée, disons à Asara Kurim, même si tu prends en compte la perte qui peut-être a été causée par des souris qui mangent, ça va être, comment on dit, ça va se neutraliser, ça va s'équilibrer avec le gonflage, avec le fait qu'ils vont se gonfler à cause de l'humidité et du temps. Ok, ça c'est la Mishnah. J'espère que c'est clair. C'est clair? Ok. את מחכה, אז ייקח עוד איזה 10 דקות. מה? כן, מה צריכה? אוקיי, בואי, אז נעשה את זה עכשיו, מהר. בואי עכשיו. C'est une veuve qui s'occupe des 4 enfants. On va très bien, parce qu'elle l'a fait attendre. Quelle date en féminicide? Ok, ça c'est la Mishnah. Alors on entame la Gemara. Vous savez quoi? Au lieu d'entamer la Gemara, je vais dire un mot sur la Parashat Hashavua. Ah ouais. Parce qu'on a... celle qu'on a eue le Shabbat précédent. Est-ce que vous avez parlé sur le Sioum ou la date du Sioum? Ah, on va parler du Sioum aussi. Le Sioum mardi à midi et quart. Moi, je ne peux pas mardi. Ok. Alors, d'abord, un mot sur la Parashat. D'abord, un truc intéressant, c'est que les Tazria et Metzora qui parlent de la plaie, hein, c'est la Parashat, en fin de compte, qui nous enseigne la façon la plus forte, l'idée, le concept de Hashgacha. Vous savez ce que c'est Hashgacha? Pas comment Akadosh Baruch Hu gère notre vie? Comment il gère d'une façon directe?
À part le sujet de Anané à Kavod, les nuages les nuages dans le désert qui ont suivi les nuages, la chose dans la Torah qui nous enseigne de la façon la plus frappante l'idée d'Ashgacha, c'est ça. Comment on voit ça? C'est écrit entre autres que la plaie, si quelqu'un il est considéré comme Metzora ou pas, entre autres ça dépend du fait que s'il a un poil, en fin de compte c'est deux mais c'est pas important, il a un poil, qu'au lieu d'être noir il devient blanc. Alors ça veut dire, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on voit que le niveau d'Ashkachat Hashem, Ashkachat Pratit, ça arrive jusqu'à un poil. Et aussi quand on dit que si la plaie s'est répandue, on dit qu'il est peut-être ici à la plaie, il est mis en quarantaine, ou il va une semaine, et puis après il retourne, il va inspecter. Si ça s'est répandu, c'est quoi répandu? Encore une fois, deux poils qui sont devenus... On s'aperçoit que l'Ashkacha, nous on a l'habitude de penser à Kadosh Baruch Hu, il gère le monde vis-à-vis de grandes choses, la guerre, la paix, la bourse qui va s'effondrer, je sais pas, ce qui se passe avec mon compte en banque, des grandes choses, ça c'est Ashkacha. On va à Ashkacha, c'est sur un de tes poils, à ce point à Kadosh Baruch Hu Mashkiach Alecha. Et c'est pour ça qu'il y a un truc bizarre dans Parashat HaShavua du Shabbat qui va venir, qui dit que qui tavo, la création du monde. La création du monde, elle commence par une cellule. Absolument. Après, à partir de ça, tout ça est... Ah bon? C'est pas comme ça que j'ai appris? Qui tavo, mais ça a commencé par un truc qui s'appelle Tohu Vavo. Le Ramban, il dit que ça a commencé par un gaz. Le Ramban, il dit que le monde, il vient, il a évolué. Entre parenthèses, à partir d'un gaz. De toute façon, c'est écrit Ki tavo el eretz Kna'an asher ani noten lachem l'achuza v'natati negat sarat beveit eretz achuzatchem. Écrit dans la Torah, dans la paracha qu'on va lire le Shabbat prochain. Quand vous allez rentrer dans la terre que je vous ai promis, je vais mettre de la lèpre sur les maisons, sur vos maisons. C'est pas très accueillant comme message. Quand finalement la terre promise, quand vous allez rentrer dans la terre que je vous ai promis, je vais mettre un Yitzim Tsarat à la Batim. C'est quoi cette histoire? En fin de compte, c'est ça qu'Akadosh est en train de réconforter le peuple juif. Que ne vous en faites pas, ne pensez pas que c'est seulement Ashkachat, dans les 40 ans qu'on était dans le désert, vous avez subi de la façon la plus directe Ashkachat Hashem, avec le man, avec les nuages, avec le beurre de Myriam. Maintenant que vous entrez en Israël dans un monde naturel, c'est fini? Non, c'est pas fini. La preuve que c'est pas fini, que c'est tsarat. Que si dans le cas où vous allez aller à côté de la plaque, vous allez transgresser, je vais mettre la tsarat. Et ça va être miraculeux parce que, attends une seconde, sur la peau, peut-être on pourrait dire c'est une maladie, mais le tsarat sur les murs, tsarat sur les habits, c'est sûr et certain que c'est une intervention divine pour nous passer un message. Maintenant, c'est un autre truc très intéressant que la Torah dit que si quelqu'un il a tsarat, qu'est-ce qu'il doit faire? À qui il doit s'adresser? Au Kohen. Pourquoi un Kohen? Pourquoi pas s'adresser à quelqu'un qui a une expertise dans les lois de tsarat? Comme ça, lui, il va déterminer si c'est un cas de tsarat ou si pas. Je ne sais pas, mais pourquoi un Kohen? Oui, mais toute la halakha concerne des choses spirituelles. Mais toute la halakha concerne des choses spirituelles. Alors pourquoi Dafka s'adresser à un Kohen et pas un expert, un Rav, qui a une expertise dans les lois de Tsarat? Pourquoi un Kohen? Alors, pourquoi il y a Tsarat? Alors d'abord, il y a trois espèces, il y a plusieurs espèces de Tsarat. Il y a Tsarat sur les maisons. Et les sages, ils disent, pourquoi Tsarat sur les maisons? Si les gens, ils sont comme on dit, ils ont Tsarut Ain. Comment on dit Tsarut Ain? Ils sont mesquins vis-à-vis de leurs biens. Ils ne veulent pas partager leurs biens avec d'autres personnes. Ils ne veulent pas inviter des gens chez eux, partager leur repas, partager. Non, chez lui, ils ne veulent pas. Alors si c'est comme ça que leur les punit, ils mettent du tsarat sur les murs de la maison. Les habits. Si quelqu'un, il se prend pour quelqu'un d'important, dit moi je suis quelqu'un d'important, donc je dois m'honorer, je dois m'habiller
de façon convenable pour un type important, un personnage important comme moi. Il y a quelqu'un comme ça qui pense que c'est important. Tsarat sur les habits. Et si quelqu'un parle du lachon hara sur quelqu'un d'autre et se permet de dire ce type, il est horrible, ce qu'il a fait c'est pas bien, il a des problèmes, tu vois seulement les défauts de l'autre et tes défauts, tu n'as pas des défauts, qui tu es toi de dire tellement de mauvaises choses sur quelqu'un d'autre? Et sur le coup, il donne tsarat sur la peau. Mais le truc en commun avec ces trois choses, la chose en commun avec ces trois choses, c'est l'orgueil, c'est le moi. Moi. Les biens, ils m'appartiennent à moi, je ne vais pas partager. Moi, je suis un personnage important, donc je m'habille d'une façon convenable. Moi, je suis en position de dire des mauvaises choses sur les autres, c'est moi. Alors pourquoi Aaron? Pourquoi les descendants d'Aaron? Eux, c'est la solution, ça va venir de eux. Le traitement de ce cas, ça va venir de eux. Quelle est la chose incroyable qu'on voit avec Aaron? Il était content que ce soit Moshe. Il a fait, Yehuda, il a fait mort. Que la chose incroyable, que Moshe, une des raisons pour lesquelles que Moshe Rabbeinu ne voulait pas recevoir la mission d'être le Mashiach, il dit, mais moi, je suis le petit frère de Aaron, et pas seulement je suis son petit frère, mais Aaron, maintenant, il est un dirigeant, un des dirigeants des Juifs en Égypte, c'est Aaron. Et moi, je veux lui dire que dorénavant, moi, je suis le dirigeant, et toi, tu vas être mon porte-parole. Il faut le faire. Et c'est qu'est-ce qu'il écrit dans la Torah? Samach belibo. Qu'Aaron s'est réjoui dans son cœur. Comment il arrivait à se réjouir dans son cœur? Jusqu'ici, il était dirigeant, et maintenant son petit frère devient dirigeant, et lui, il devient porte-parole. Il faut le faire. Pourquoi il se dit? Parce qu'il n'est pas dans le coup, Aaron. Il vit sa vie à une telle humilité. Et moi, je suis pas dans... Tout ça, c'est la volonté divine. Si Akadosh pourrait décider que c'est comme ça, c'est comme ça. Au contraire, c'est la meilleure chose possible. Pour Am Israël, et pour Moshe, pour moi. Il n'est pas dans le coup. L'orgueil, il n'est pas dans le coup. Et c'est ça. Que quand toi, tu n'es pas dans le coup, ça, c'est le tikkun de toutes ces espèces différentes de tsarat. Tsarat, on avait dit, la source de tsarat, c'est l'orgueil. C'est moi. Et je me permets de dire la shonara sur quelqu'un d'autre parce que je me sens que je suis plus élevé que lui. Et donc, le tikkun, il vient à travers les descendants d'Aaron, qui ont la mida d'Aaron, qui est shalom. Shalom, c'est ohev shalom, rodef shalom. Comment on arrive à la paix? Comment on peut atteindre la paix entre les gens? Seulement qu'on ne va pas se fâcher avec quelqu'un d'autre, on ne va pas lui en vouloir. Pourquoi on ne va pas lui en vouloir? On va comprendre que si ma femme est en train de crier sur moi, ce n'est pas parce que c'est ma femme qui est en train de crier sur moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de crier sur moi, à travers ma femme. Si j'ai un problème avec mes enfants, ce n'est pas par hasard que j'ai un problème avec mes enfants. Akadosh Baruch Hu veut que je vais passer une épreuve, et apparemment j'ai besoin de cette épreuve. Et il a décidé de choisir mes enfants. Et si c'est au travail, c'est comme ça. Et quand quelqu'un il a cette humilité, cette imuna v'bitachon, cette croyance, alors ça, il y a le shalom. Il y a le shalom entre les gens parce que il n'y a pas de raison d'en vouloir à quelqu'un d'autre et d'être fâché avec quelqu'un d'autre quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu est en train de tout gérer. C'est pour ça que la personne qui va gérer le problème de Tsarat, et c'est celui qui va déclarer en fin de compte qu'il a été guéri, c'est seulement le Kohen. C'est à cause de l'attribut, la mida d'Aaron à Kohen. Ce qui vient compléter l'Etaken, la raison pour laquelle les gens ils reçoivent Tsarat. Mais c'est qu'on entend seulement des bonnes nouvelles. Amen.